Faut que le monde ait peur. 2 morts dans une collision frontale entre une moto et un VUS. Journal de Québec. L'impact des VUS sur la sécurité. Équiterre. Québec. Un cycliste heurté par un VUS. TVA Nouvelle. Collision entre un VUS et un poids lourd. 3 blessés. Le Nouvelliste. Le Journal de Montréal. Un VUS effectuant une cascade se renverse. Radio-Canada. Un accident entre un autobus scolaire et un VUS. Après avoir perdu son père tué par un VUS, elle demande TVA Nouvelle. Accident région de Québec, zone 911. Le conducteur d'un VUS aurait omis de s'arrêter. Après, je sais pas quoi. Radio-Canada. Ah, les VUS. Quelle plaie. Vive Équiterre, vive Greenpeace. Quand est-ce qu'on se débarrasse des VUS, Vincent? Écoute, j'aime la mise en bouche. Écoute, il y a une fille à Laval des Rapides qui fait pas une aussi bonne mise en bouche. Écoute, t'as voulu partir demain. Je suis pas capable. Je suis pas capable d'abandonner. Ben, tant qu'à hey, j'ai cassé Yann puis Frank. Je pense que c'est une première dans le podcast. Ouais, t'as assez pas pire. J'ai gâché comme faut tout le monde. Là. Mais tant qu'à être là-dessus, vu qu'on parle de VUS, on a une photo exclusive là, qui nous a été amenée par un espion du VUS de Vincent. Mm-hmm. Donc, ça a été pris là, juste à la sortie de ton domicile. Là. Donc... C'est la face qui va avec est absolument... Écoute, comme je disais en pre-tape tantôt, j'ai une face pour la radio puis une voix pour l'écrit. Oh, c'est parce que la plupart des photos de toi qu'on peut trouver facilement sur Google, c'est pas des photos, c'est comme des arrêts sur image, en fait, de vidéos. C'est tout le temps. C'est tout le temps. On dirait que le YouTube, il prend toujours la pire face qu'on peut faire pour freezer l'image. Ben, c'est tout le temps dans les transitions. Tu sais, genre quand j'étais en train de me fâcher après un gars de... C'était quoi son nom, là? Pérez? Non, ben, eux, je me fâche pas avec. À un moment donné, ça existe des causes perdues. Mais l'autre, le Breton, notre ami, oui, c'est ça. Avec mes yeux au ciel. Il y a une photo de ça, apparemment, qui circule, que j'ai l'air complètement de bonne humeur avec. Les yeux qui regardent. Daniel, c'est ça, Daniel Breton. J'avais oublié son nom. Il était mémorable, après tout. Non, écoute, pour les VUS. On essaie vraiment de faire peur au monde avec les VUS. Il y a une tendance dans les titres des articles, il y a une tendance dans le ton des articles. On sent, puis on l'avait vu aussi avec Elon Musk. Quand c'était arrivé, les gens avaient peur de la conduite autonome à un moment donné. Parce que là, ça fait peur. En même temps, Elon Musk a comme acheté Twitter. Fait que, on voulait y rentrer dedans. Ben oui. Fait que là, Yann, je suis sûr que tu t'en vas. Maintenant, à chaque fois qu'il y a une collision ou un accident qui implique un véhicule Tesla, c'est pas écrit une voiture, une camionnette, un VUS, c'est écrit une Tesla écrase un piéton à telle affaire. Une Tesla rentre dans une pharmacie. Une Tesla... on sait ce qu'ils veulent là, quand ils font ça, mais là, à cette heure, les VUS ont le traitement Elon Musk aussi dans nos médias. Toutes les fois qu'il y a un accident qui implique un VUS, on va faire la différence. On voit toute la neutralité attendue. Oh, wow, le titre. Mais les VUS, c'est les camionnettes, une menace pour les cyclistes. Mais écoute, moi, puis ça faisait un bout que je voulais parler de ça parce que je commençais à être vraiment tanné. Parce qu'il y a tellement... C'est là que tu vois qu'il y a un manque de compréhension dans les médias des réalités statistiques. Puis il y a des gens pour qui il y avait une solution qui cherchait un problème et ils vont sauter là-dessus pour justement... Puis je pense qu'il y a un groupe de gens qui haïssent juste les VUS pour des raisons étranges, qui sont purement idéologiques, voient ça comme une sorte de signe du capitalisme ou whatever. Probablement des gens de l'IRIS. Non, mais je peux te dire de quoi? Vas-y. C'est pas que c'est un signe du capitalisme, c'est un signe de la personne qui méprise le plus au monde. L'homme blanc, banlieusard, père de famille de 2 enfants. Ah, écoute, t'es hétéronormatif, là. Mais
Alors, on est dans le sarcasme aujourd'hui. Hein? Mais c'est ça, pareil, Vincent. C'est que ça. C'est que ça. Puis on peut dire que le VUS de 2024, c'est la voiture de 2006, dans le sens qu'en termes de consommation d'essence, en termes de sécurité, je veux dire, la voiture de 2006 est moins efficace sur l'environnement que le VUS aujourd'hui. Ouais, mais je ferais plein de nuances que je voudrais. Il y a comme plein d'affaires qui se disent pas, puis que je pense qu'il y a des journalistes qui ont juste aucune capacité de probabilité de base. Ah, non, okay. Non, je pense qu'il y en a qui ont les capacités d'intellectuels. C'est juste qu'il y en a qui n'ont pas fait l'effort, parce que ça revient souvent à ça, de comprendre des probabilités de base. Fait que le truc qui sort le plus souvent, parce que t'écumes les articles, il y a tout le temps la mention de si tu te fais frapper par un VUS, tu as des meilleures chances de mourir que si tu te fais frapper par une auto à cause que le châssis du véhicule est plus surélevé. Mm-hmm. Ça veut dire, puis effectivement, c'est absolument vrai. Il y a des bonnes chances que si tu te fais frapper, note que j'ai mis l'accent sur le si tu te fais frapper, tu as des meilleures chances de mourir. Mais ça ne veut pas dire que tu te fais frapper autant pour commencer. Là, pour les gens, tu sais, puis ça, c'est la statistique de base, c'est les chances que je meure dans un avion, un crash d'accident d'avion, s'il y a un accident d'avion, c'est 100%. Mais il y a eu 0 accident d'avion commercial aux États-Unis l'année passée. Fait que les chances que je meure dans un accident d'avion, pas s'il y a un accident d'avion, sont 0. Fait que tu sais, la question, c'est quelle est la proportion d'accidents qu'il y a avec des VUS pour commencer. Puis quand tu regardes, la sécurité routière, juste là, puis on va y aller bien simple, puis je peux faire le mini share screen. Moi, je peux t'établir quelque chose d'avance. Vas-y. Nos routes en état soviétique, présentement, sont plus dangereuses que les VUS. Il y a des bonnes Probablement. chances. Même pour les bicycles à pédale. Mais... Les nids de poule à Montréal, là, si ton bicycle à pédale, il reste pogné dedans, ça se peut que tu te pètes les chiclettes sur le trottoir. Là. Ben écoute, je viens de mettre à l'écran un graphique, puis ça devrait déjà commencer à casser l'affaire. Fait que l'idée, c'est qu'il y a des décès incroyables sur la route. Puis ici, j'ai pris des décès, des cyclistes puis des piétons. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les données qui venaient d'un article scientifique, puis c'est le nombre de décès par 100 000 personnes, pas par kilomètre parcouru, là, par 100 000 personnes, aux États-Unis, le Canada, le Japon, puis 8 pays européens. Et c'est mis au niveau de 1990, c'est égal à 100%. Puis si tu vois genre que ça dit 40%, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est 40% du niveau de 1990. Quand tu regardes le graphique, le nombre de décès qui impliquent des piétons est en baisse dans tous les pays de manière continue, sauf un, les États-Unis. Puis les États-Unis, c'est ça parce qu'il a l'air d'avoir une augmentation depuis 2014 alors que ça baissait pas mal continuellement depuis 1990. Fait que déjà qu'est-ce qui se passe avec les Américains? Ben, on peut... Ben, en fait, c'est la prochaine affaire qui montre que c'est... Honnêtement, je pense que c'est un discours de la peur. Ça, c'est par tête de pipe, là, ce que je viens de présenter. C'est par personne, mais ça ne dit pas par combien de kilomètres parcourus, c'est quoi la distance que les Américains parcourent, puis surtout, c'est quoi la distance que les piétons parcourent. Parce que là, tu sais, par tête de pipe, ça ne veut pas nécessairement dire une tonne d'affaires. Si tu as un accident par tête de pipe, mais il y a un seul kilomètre qui est parcouru par tout le monde aux États-Unis, ben, c'est assez impressionnant qu'il y ait autant de décès, étant donné le peu de distance parcourue. Mais dès que tu normalises par distance parcourue, puis par distance parcourue par des piétons, c'est encore... Ouais, mais les Américains, c'est tous des obèses, ils ne marchent pas, eux autres. En fait, ils marchent plus. Je vais faire le share screen parce que c'est le fun de faire du myth-busting. C'est tout. Puis d'ailleurs, les trucs que je suis en train de partager, là, parce que je trouve ça important de partager ces affaires-là, c'est toutes des affaires que tu cherches les mots genre des mots clairs comme number of miles walked per person in the United States. Genre, des choses, tu sais, comme que tu peux googler, là. Je sais que Google. C'est dur à utiliser pour certaines personnes, mais voici la proportion. Fait que tu regardes sur le graphique que je viens de mettre, la ligne orange que ça dit, c'est depuis 2000. C'est quoi la proportion de tous les déplacements qui sont faits à pied versus toutes les autres? Mais quand tu regardes, en 2000, à peu près 8% de tous les déplacements se faisaient à pied. Aujourd'hui, c'est 12%. Mais les Américains, comment ça, ils sont obèses? Ils marchent plus qu'avant, puis ils sont gros pareil, c'est parce qu'ils mangent trop de junk food. Les Américains sont... Écoute, c'est pas parce que t'es gros que tu peux pas marcher.
Peut-être justement, c'est parce qu'il serait plus gros s'il ne marchait pas autant. C'est peut-être ça. Écoute, je ne sais pas, je ne suis pas un expert de cause à effet. Mais je sais pas, peut-être que la plupart des Québécois sont des experts de cause à effet quand ça parle des États-Unis. Écoute, j'en connaissais un qui travaillait avec moi à l'Institut économique de Montréal puis qui a été au Parti libéral. C'était un expert de la cause des beaux graphiques. à effet. Oh, Fait des beaux graphiques. Tous des graphiques que tu pouvais avoir sur Google. On est baveux aujourd'hui, Chris. Mais écoute, fait que si les gens marchent de plus en plus puis que la proportion d'augmentation du kilométrage parcouru par kilomètre marché augmente, ben, à un moment donné, ce que tu devrais voir, c'est la chose que je t'avais de te montrer, qui est la suivante, c'est qu'il n'y a pas l'augmentation que tout le monde parle, puis que c'est capoté pour rien. Ben, c'est ça. Quand tu regardes aux États-Unis, depuis 2000, en fait, le nombre de décès par 100 millions de kilomètres marchés n'arrête pas a baissé. Il a baissé plus entre 2000-2002 versus 2016-2018, mais il est encore plus bas. Il est plus élevé qu'ailleurs dans le monde, mais la tendance est à la baisse. Fait que, l'espèce d'idée d'essayer de faire peur aux gens, c'est plus le fait que les Américains, de plus en plus les Américains conduisent beaucoup de kilomètres en général. Ils ont beaucoup plus d'automobiles que tout le monde. Que tous ces pays-là qu'on voit là, les Pays-Bas, Allemagne, United Kingdom, on s'entend, les transports en commun dans les pays densifiés comme ceux de l'Europe sont quand même extrêmement développés, tandis qu'aux États-Unis, avec le mode de vie un peu plus de la banlieue autour de la ville principale, des villes qui ne sont pas si vieilles que ça, en comparé de l'Europe, évidemment. Plusieurs villes qui ont été pensées pour l'automobile. L'usage de l'automobile aux États-Unis est beaucoup plus grand que dans ces pays européens-là. Exactement. C'est vrai que les États-Unis, c'est un pays qui est construit pour les autos parce qu'il y a tellement d'espace. Mais en Allemagne, tu regardes une carte de l'Allemagne et des voies ferrées en Allemagne. L'Allemagne, c'est comme une grosse voie ferrée, fondamentalement. Et c'est facile de transporter beaucoup de gens sur des longues distances à l'intérieur du pays en utilisant des trains. C'est pas facile aux États-Unis, c'est mieux d'utiliser des autos ou des avions. Mais au final, ce que tu vois, c'est pas l'espèce de climat catastrophiste où ça n'arrête pas d'augmenter parce qu'il y a de plus en plus de VUS. Parce que ça, c'est l'autre chose qu'ils disent. Les VUS n'arrêtent pas d'augmenter, il y en a de plus en plus, les gens en achètent de plus en plus. Mais au final, ce qu'on voit, c'est que ça n'a pas l'air d'avoir d'effet sur la mortalité des piétons. En fait, quand tu tiens compte de combien il y a de kilomètres marchés par les piétons, ben non, ça n'a pas l'air d'avoir on a pris massivement. des statistiques relativement simplistes et non normalisées pour tous les effets que tu nous parles là. Et Exactement. on leur donne une raison qui est le fait que l'habitacle soit plus élevé puis qu'il soit peut-être un peu plus dangereux pour le piéton qui se fait frapper. Et on a notre lien de cause à effet parfait, donc on n'a plus besoin de démontrer absolument rien. Alors que, fondamentalement, ce que tu es en train de dire, c'est que le data que tu as utilisé pour faire ton analyse, tu ne l'as pas normalisé au fait qu'il y a plus de véhicules sur le chemin, au fait que les gens marchent peut-être plus, au fait également que les VUS... Puis ceux qui conduisent des chars en conduisent plus en plus. Puis le fait que les gens ont, dans leurs ensembles de préférences, choisi de plus en plus le VUS par rapport aux véhicules un peu plus bas historiquement. C'est là le sarcasme ultime que j'ai envie de faire. Écoute, puis ça, c'est quelque chose qui était donné dans des cours d'économie quand j'étais au bac. Puis le sujet n'était pas revenu depuis un bout, mais dans les années 70, les États-Unis ont adopté ce qu'on appelle CAFS, qui est Corporate Automotive Fuel Efficiency Standards, qui est des cibles pour certains types de modèles de véhicules qui forcent à toute fin pratique tu dois arriver à un certain nombre de kilomètres par gallon qu'il faut que tu accomplisses. Et ces cibles-là, c'était forcé. Mais une des choses que les économistes soulignaient quand le débat rentrait dans le temps, c'était que pour faire ça, il faut que tu rendes les autos plus légères. Des autos plus légères, c'est des autos qui sont plus dangereuses, tu as moins de chances de survivre à des accidents. Et donc, ce qui se passait, c'est que les gens ont shifté vers un autre type de véhicule pour justement se dire, parce que la grosse affaire que les gens ne comprennent pas, c'est que le plus grand nombre de décès associés aux autos, c'était des accidents entre véhicules. Donc, c'était le conducteur du véhicule qui souffrait la mortalité. C'était historiquement, là, tu remontes genre les premières voitures,
jusqu'aux années 50, c'était la mortalité du conducteur qui était la plus importante. C'était pas la mortalité des piétons, c'était la mortalité d'un conducteur et de l'autre partie dans un accident ou d'un tonneau ou de choses comme ça. Donc, un accident qui n'implique pas une autre personne. Des voitures plus petites augmentent le risque. Fait que les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est parce que quand la loi a été conçue, puis ça, c'est l'article de Reason que j'ai envoyé à Frank, puis c'est incroyable. L'article de Reason, c'est l'économiste qui a participé au design de... Frank, ça, c'est le rapport qui a fait le design de l'auto, sûrement. Non, c'est fuck. Non, c'est le gars qui a fait le design de la réglementation. Ah, OK. Puis, je pensais que tu parlais de celui qui avait designé le Petit Cruiser. Non. Stuck behind an SUV, blame me. C'est un titre incroyable. Mais ce qu'ils n'avaient pas réalisé, c'était que quand ils ont fait ça, ils avaient décidé en fonction d'une certaine catégorie de véhicules. Et, la sédan, par exemple, probablement, qui était visée dans le temps. Exactement. Mais ce qui s'est passé, c'est que les gens ont réalisé qu'il y avait comme un carve-out dans la loi pour les camions légers. Ouais. Puis, à un moment donné, Ford a comme réalisé que si tu mettais... Attends un peu, tu es en train de dire que les VUS existent aujourd'hui pour essayer de contourner une loi niaiseuse fédérale américaine. Exactement. J'adore. C'était exactement ça, parce que les chauffeurs ne veulent pas le risque de conduire et d'avoir un véhicule qui est trop léger. La popularité des VUS, c'est parce que les standards sur eux sont différents que sur les autres. Mais ça, j'aime ce que tu dis là. Tout est en train de nous dire, il y a une loi qui arrive, qui impose une certaine économie ou une efficacité d'essence, d'utilisation d'essence. Ça amène les constructeurs de sédan, pas de VUS, mais de sédan, à baisser le poids des véhicules pour être un peu plus fuel economics. Et les conducteurs réagissent sans le savoir, sans s'en rendre compte, en utilisant une autre catégorie de véhicules qui contourne cette loi-là, le VUS. Mais ce qui est fou dans cette histoire-là, c'est que tu trouves la cause, l'effet, ainsi de suite. Je connais personne qui a acheté un VUS en se disant je préfère chauffer quelque chose de plus pesant, comme ça je me sens plus en sécurité. C'est pas le raisonnement que les gens utilisent quand ils choisissent le VUS. C'est qu'ils regardent les statistiques de sécurité. Non, mais même pas. La population s'est adaptée naturellement. Chacun a sa propre raison personnelle de faire ce choix-là. Mais globalement, tu es capable de voir que c'est ça l'élément déclencheur, mais les gens ne le font pas consciemment. Donc, c'est vraiment les décisions que les personnes prennent dans le choix de leur véhicule a été modifié. Principalement, tout ça origine d'une loi, un peu comme tu nous expliques. Mais la cause qui est la vraie cause, le fait qu'on a diminué le poids des sédans, il n'y a personne qui prend un VUS en se disant « je vais être plus en sécurité » parce que le véhicule est plus pesant que la sédan. C'est pas ça que les gens se disent, pas en tout, mais c'est ça la cause. Fait que c'est comme une décision les gens ont adapté leur comportement de façon inconsciente en se dirigeant vers un véhicule qu'ils trouvaient ou qu'ils considéraient plus sécuritaire de leur côté, mais juste à cause du feeling ou tout ça, qu'est-ce que ça donnait. Mais la raison pourquoi il y avait un meilleur feeling dans un VUS neuf qu'une sédan neuve, c'est que le poids du véhicule était plus pesant, tout simplement. Mais ils s'en rendaient pas compte. Exactement. Ils s'en rendent pas compte que c'est la raison. Mais en fait, encore une fois, les gens... Oui, les gens, une des raisons, tu te demandes pourquoi les gens préfèrent le VUS. La hauteur. Puis il y a des enquêtes, c'est la hauteur et le fait que tu as l'impression que ton véhicule est beaucoup plus sécuritaire qu'une Tercel de 4 portes ou une Ford Fiesta. Moi, c'est le nombre de poches de baseball que je peux rentrer dedans qui compte. Là. Mais il y a ça aussi là, qui est un facteur, mais au final, le point, c'est que à toute chose étant égale par ailleurs, les gens se sont dit, si, mettons, j'ai besoin de telle quantité d'espace, donc on dit, tu es une famille avec 2 enfants, tu as les activités, tu as le sport, tu dis, tu dois choisir une voiture, tu as le choix entre un VUS et une sédan, le VUS est plus sécuritaire, donc, toute chose étant égale par ailleurs, l'aspect réglementaire a encouragé les manufacturiers, les fabricants à construire des VUS, parce que les gens préfèrent consommer ça que l'alternative qui est pour le même prix qui est moins sécuritaire. On le voit parce que si c'était juste la capacité de chargement, ce serait juste des familles banlieusardes qui auraient des VUS. La réalité, c'est que tu te rends compte qu'il y a plusieurs personnes de 55, de 60, de 65 ans qui ont des VUS, puis grosso modo, le seul chargement qui s'effectue dans ce véhicule-là, c'est les sacs d'épicerie une fois par semaine. Là.
Oui, puis le coffre, il est propre. Là. Mais quand tu parles à ces gens-là, ils disent je me sens plus en sécurité, effectivement, dans un VUS. Ils ne savent pas pourquoi. Ils savent pas parce que c'est pas parce que nécessairement ils le trouvent plus pesant ou tout ça. Ils disent je me sens juste plus en sécurité. Ou encore, l'autre raison qu'on va avoir, c'est que souvent les gens ont des difficultés avec leurs articulations. Moi, je peux te le dire, à 6 pieds 3, là, quand on arrive pour rentrer dans un char, une sédane, tabarouette, ça prend une petite contorsion pareille. Là, quand t'as plus une petite bédaine. C'est pas un problème pour Frank puis moi, ça, par contre. Ben, Frank, il est pas mal de ma shape. Là. Ouais, je sais pas pourquoi. Tu fais combien, Frank? Dans ma tête, tu fais pas 6 pieds. Mais ça, je sais pas pourquoi tout le monde pense que je fais genre 4 pieds. Hein. Non, dans ma tête, t'es comme moi, tu fais 5-8, 5 ouais, ben, je fais 6-1 en fait. Là. Hey, get the fuck, tabarnak. 6-1, 6-2, là. Ouais. Mais je sais pas pourquoi. Quand on a fait le live en public, tout le monde me voyait arriver et était comme Chris, t'es bien plus grand que je. Je sais pas pourquoi tout le monde pense que je suis un nain. Mais... Dans l'équipe, je suis vraiment le plus petit. Gros, là. On a établi ça. Là. Fait que même Joey est plus grand que moi. Tabarnak. Même le petit jeune de la Beauce est plus grand que moi. C'est ça qui arrive. Écoute, faut pas le dire à Brian Breguet. Faut qu'on l'invite plus souvent, comme ça je perds mon spot du plus petit. Ouais, c'est ça. Moi, je pense, j'ai toujours soupçonné que c'était ton ami juste pour ça, d'ailleurs. Là. Ah, non, écoute, ça aide. Ouais, c'est ça. pas juste, mais quand même. Non, mais... c'est un facteur contributoire. Ouais. Non, mais l'affaire des... Ça aussi, c'est un autre truc. C'est que les gens... la grandeur des gens font aussi qu'à un moment donné, tu peux pas rentrer dans un... je veux dire, moi, dans une Smart, ça marche pas. Là. Hey, j'ai jamais essayé, mais je pense qu'il faudrait que j'essaye ça une fois dans ma vie, juste pour le fun. Ben, moi, un moment donné, je changeais de véhicule, puis j'ai essayé quelques modèles dans des concessionnaires, puis j'étais comme... Ça marchera pas, là. Je peux pas faire... ça marche si je suis en ville, mettons, là, mais moi, je peux pas... Moi, je peux pas embarquer dans une Micra, là. Ça marche pas. Ma tête est dans le plafond, mes genoux sont dans le volant. Mais tu vois, mais ça revient à la chose, c'est que le législateur, là, quand ils ont fait cette affaire-là, le gars qui parle de comment il a participé à l'élaboration du règlement, ils peuvent pas penser à tout ça. Puis c'est pas parce qu'ils étaient de mauvaise foi, je suis sûr que... En fait, le gars, il dit, lui, ce qu'il voulait, c'était vraiment qu'on réduise la consommation, puis qu'il y avait des bénéfices environnementaux à ça. Mais le pire, c'est que les constructeurs l'auraient fait pareil. Non, mais à cette époque-là, tu regardes le fuel efficiency des véhicules, des modèles par année. Il n'y a pas de tendance dans l'efficacité énergétique des véhicules. Je me rappelle de mon Pontiac Grand Prix 1986 Special Edition que j'ai vendu 500$ pour un concours de démolition. Écoute, mon gars, il y avait un carburateur là-dedans. Tu ouvrais le capot. C'était tout en métal. Premièrement, c'était pas en aluminium, c'était pas en plastique, c'était du stainless steel. C'était dur. Tu ouvrais le capot et tu pouvais carrément, si tu le voulais, mettre une personne autour du moteur et refermer le capot. Là. Une petite personne, là. Mais c'était hallucinant comment il y avait de l'espace là-dedans. T'es là. Hey, aujourd'hui, tu ouvres le capot d'une Honda Civic puis tu fais « My God! Comment je vais faire pour mettre mon windshield washer là-dedans? » Là? C'est comme vraiment tough, quasiment tellement que tout est compacté. Mais à l'époque, il n'y avait rien de compacté dans les chars. Là. Ben écoute, regarde, je vais te montrer le graphe là, pour qu'on voit c'est quoi que ça a de l'air. Ça, là, c'est l'efficacité des véhicules de 1950 à... Je pense que l'article date de 2015, mais ça a continué d'augmenter depuis 1977. Puis le règlement CAF, là, il passe à peu près où est-ce que je pointe présentement vers 1977. Bien, avant 1977, les véhicules n'étaient pas plus éco-efficaces. Le CAF a eu pour effet massivement de faire en sorte que le véhicule moyen devienne plus efficace. Donc, il y a eu des gains d'efficacité énergétique dans les années 70. Bon, une partie de ces gains-là vient du fait qu'à la même époque, tu as l'augmentation des prix de l'essence. Juste par définition. Fait que tu as une partie de l'augmentation qui n'est pas liée à la réglementation, qui n'est pas la totale, mais une partie. Mais même si tu enlèves la partie qui est due juste au prix de l'essence puis que les gens s'ajustent, il reste encore une proportion importante qui est expliquée par ça. Mais le point que je fais, c'est qu'il y avait des conséquences inattendues à la réglementation, de faire le règlement sur les CAF. C'était celui que les gens qui veulent qualité de sécurité égale vont shifter vers les SUV. Et donc, un des coûts du CAF, c'est pas que c'est juste, bon, OK, d'accord, il y a peut-être les voitures consomment moins maintenant qu'elles l'auraient fait autrement, mais il y a aussi le fait maintenant que les piétons vivent plus de risques qu'ils auraient vécu autrement. Fait que c'est un peu comme une manière de dire que la politique qu'eux ont fait pour dire, on va aider l'environnement en faisant ça. Puis là, maintenant, aujourd'hui, ils disent, bien là, il faut qu'on
les VUS qui sont mauvais pour l'environnement aussi sont mauvais pour les piétons. Oui, mais ils sont rendus plus mauvais pour les piétons à cause de ce que tu as voulu faire pour l'environnement à l'époque. Tu sais, quand je dis tout le temps, là, les économistes, on a des solutions relativement simples qui est, ben, fais pas des réglementations si tu veux, mets une taxe sur mets une taxe sur l'essence ou arrête de nationaliser les routes. Fais en sorte que les gens payent pour le kilométrage parcouru. Subventionne pas la voiture. Enlève des politiques publiques. Puis si tu as vraiment besoin, tu fais la taxe sur le carbone, mais tu enlèves toutes les autres taxes nécessaires. Tu n'as pas besoin de taxe sur le carbone. Arrête. Non, mais mettons que tu dis ça. Ça va être ta deuxième taxe des Jozo, ton affaire. Là. Écoute, arrête là, 2 secondes. Là, tu essaies de me faire fâcher. Mais le point, c'est Chris, ils essayent tout le temps. Ça, c'est la chose la plus commune. C'est on va faire une réglementation. La réglementation va avoir des conséquences inattendues. Donc, il faut plus de réglementation dans la période subséquente. Alors qu'un truc normal de marché, comme par exemple, pas nationaliser les routes puis faire en sorte que tu payes le payage et que tu payes pour l'utilisation des autoroutes, aurait fait en sorte que les gens auraient conduit moins. Peut-être que les autos. Hey, c'est une idée radicale, ce que je viens de dire. Mais c'est des affaires comme ça que c'est de la grosse extrême droite, ce que j'ai dit. Utilisateur-payeur, c'est du néolibéralisme. Le fuck, c'est que nos social-démocrates, avec 3 L. Nos social-démocrates, ils aiment ça, l'utilisateur-payeur. C'est qu'ils peuvent rajouter une taxe sur une taxe sur une taxe sur l'impôt, sur les taxes sur l'impôt. Non, mais c'est parce que eux autres, leur utilisateur-payeur, c'est moi, j'utilise, toi, tu payes. C'est juste une version différente du concept. C'est moi, je prends le train, puis c'est toi qui payes. Mais juste pour finir là, sur l'histoire de la sécurité, là, parce que j'ai retrouvé les stats dont je parlais. En fait, c'est pas très compliqué à trouver. Là. Statistiques sur les collisions de la route au Canada 2021. Yep. Vous avez juste à aller là-dessus, tout le monde. Là. C'est très facile à trouver sur le site du gouvernement du Canada. Vous avez tout ce que vous avez à trouver là-dessus. Je vous donne quelques chiffres. OK? En 2002, il y a eu 2583 collisions mortelles au Canada. Hey. Écoute, Frank, ce chiffre-là, c'est pourquoi il me fascine. C'est que j'ai de mémoire, là, parce que j'ai déjà travaillé en assurance auto, là, puis de mémoire, dans les années 70, les accidents mortels au Québec, c'était 2500 à peu près. 2000 à 2500 au Québec. Donc, 2583 collisions mortelles au Canada en 2002, avec 153 832 personnes qui ont eu des blessures. Donc, 2500 sont mortes, 150 quelques mille ont eu des blessures. Je vous donne les chiffres pour 2021, qui sont les derniers qu'on a dans ce tableau-là. 1630 collisions mortelles, 77 000 blessés. Mais 2021... Soulignons aussi que la population a augmenté. Soulignons que la population, à l'époque où je vous donne les chiffres, c'est 31 millions de personnes au Canada. On est à, grosso modo, 39, je pense, au moment des chiffres. Répète les années, c'est 2021, puis l'autre année, c'était quoi? C'est en 20 ans, autrement dit. C'est sur 20 ans. Hey. Donc, sur 20 ans, vous le voyez, ils sont ici à l'écran. C'est cette ligne-là que je regardais. Et on descend... C'est un déclin continu d'année en année. C'est un déclin continu. Puis on peut prendre d'autres après ça. Si tu montais dans les années 70, ça serait encore plus spectaculaire. C'est encore plus débile. Oui, c'est ça. Ça, ici, je pense que c'est important quand même de le dire aussi. Quand on voit, par exemple, les piétons. Donc, les piétons, en 2017, il y a eu 304 décédés, dans le fond, morts de collision chez les piétons. On est à 280 en 2021, donc une baisse aussi. Les cyclistes, c'est à peu près stable, malgré probablement une augmentation de gens qui utilisent le vélo. J'ai aussi les gens au total qui sont décédés par taux de... Dans le fond, le taux de mortalité par 10 000 véhicules immatriculés. En 2002, c'était 1,57 morts pour 10 000 véhicules immatriculés. On est à 0,67 pour 10 000 véhicules immatriculés. Donc, en fait, ces chiffres-là, peu importe quelle colonne vous regardez, quel indicateur, si vous le prenez par nombre de véhicules, par piéton, je les ai devant moi, c'est pas compliqué, ça ne fait que baisser. Dans toutes les catégories. Autant les grièvement blessés que les décédés, autant dans les milieux ruraux que urbains, autant dans tous les groupes d'âge. C'est autant chez les passagers que chez les conducteurs. C'est ça la réalité.
J'ai les stats du Québec, les amis, qui remontent à plus longtemps. Regarde la proportion il y a 30 ans. Là. Je le montre pour vous autres. Là. Monte plus loin que les années 70. Ça, c'est depuis 1925 que je monte. Et ton son est même c'est le nombre de décès. Hein? Et son son est correct, Kevin? Non, moi non plus, j'entends qu'il y a comme de quoi de bizarre avec le son. Là. OK. Tu as changé de micro. Sur le Yeti. OK, ça ne dit pas que j'ai changé de micro. OK, d'accord. On a un petit glitch, mais tu vois le graphique qui est là? Tu liseras après ta phrase. Là, OK. Ben écoute, regarde, tu vois-tu le graphique qui est là? Oui. Ouais. C'est depuis 1925 le nombre de morts par 100 millions de miles vehicle. Fait que ça, c'est que tu prends toutes les voitures, puis combien de milles chaque voiture a participé. Ben, tu as à peu près 16 décès vers 1925 par chaque tranche de 100 millions. Puis ça plante de 16 à en bas de 2 jusqu'à 1995. 8 fois moins. Fait que le gros des dangers de la voiture, c'était des dangers pour le chauffeur directement. Et les gains des automobiles qui se produisaient, c'était tous des gains qui étaient pour justement protéger les chauffeurs, pour protéger les passagers des véhicules. Et tu as eu des gains de sécurité qui étaient phénoménaux. Mais les règlements dont on parle depuis tantôt, le résultat, c'est que les gens se sont dit, bien, on préfère ça à autre chose. Puis, pas que l'environnement. On n'a pas de problème à devoir détruire l'environnement. Mais, c'est revenu. Le glitch, là, je l'ai entendu, le glitch, cette fois-ci. Ben là, ils disent fuck l'environnement, les gens, même si je préfère la sécurité. Alors que la solution de marché, c'est pas celle que ton écolo moyen veut. La solution de marché, c'est de dire, ben, arrête de subventionner la voiture en ayant des routes nationalisées sans payage. Arrête de mettre des barrières à l'importation des voitures qui viennent d'Europe, parce que ça, c'est une des affaires qui venaient avec CAF. C'est pour ça que les producteurs manufacturiers automobiles américains aimaient beaucoup ces règlements-là, parce qu'eux les voulaient, c'est ça qui était étrange. C'est parce que dans le package deal, il y avait aussi des barrières pour des importations contre des véhicules légers qui venaient d'Europe. Donc, des véhicules plus éco-efficaces qui étaient plus vendus en Europe ne peuvent pas être facilement importés, ou en Chine ou au Japon. Fait qu'ils ont mis des règlements là-dedans. Et là, ce que tu as, c'est une sorte de dédale administrative complètement non navigable, alors que de juste dire, ben, arrête d'encourager le comportement ou de le décourager et permet un marché d'émerger, mais tu vas probablement avoir des résultats bénéfiques dans le long terme. Les gens maintenant qui se plaignent des VUS et qui veulent une autre vague de réglementation, c'est l'illustration parfaite de l'idée qu'une réglementation va générer sa prochaine justification elle-même. Bon, ouais, t'as fini ta phrase. Good job. J'ai les stats du Québec. Quand même cool. C'est juste d'actualiser ta page, Vincent, d'un coup. Ouais. L'impression que... Ça, on va revenir normal. Le nombre de personnes accidentées, mortelles, graves et légères, OK? On va regarder juste les mortels pour commencer. Ça, c'est le nombre absolu. 1978, 1765. C'est énorme, là. On arrive en 2015, 361. C'est ridicule. C'est hallucinant. Mais là, tu l'as dit, Vincent, ça a l'air gros là, de passer de 1765 à 361. C'est magnifique comme diminution. OK, juste Yann, parce que ces chiffres-là ne sont pas exactement les mêmes que ce que moi j'ai. C'est parce que toi, ça inclut quoi là-dedans? Là, juste toi, ce que tu avais, c'était le Canada au complet. OK, ouais. C'est bon. Moi, j'ai le Québec. OK. Moi, j'ai le Québec. Qui suit la même tendance que le reste. Exactement. Mais la distinction, il ne faut pas oublier, il y a plus de véhicules sur la route qu'avant. Donc, il faut en tenir compte. Fait que si on arrive, le nombre de personnes accidentées, mais là, c'est pas juste le total, par 100 000 véhicules en circulation. Fait que c'est pas comme la statistique de Vincent qui est en fonction des kilomètres parcourus. C'est vraiment par rapport au nombre de véhicules immatriculés. Mm-hmm. On passe de 60 par 100 000 véhicules à 6 en 2015. C'est 10 fois moins. Ouais. 1978 à 2015. C'est une révolution, ces affaires-là. Là. Le nombre de personnes qui sont décédées, c'est hallucinant. C'est 10 fois moins au niveau mortel. Et regarde comment il y a plusieurs choses là-dedans. Parce que tu pourrais dire, ouais, attends peu. Il y a une partie que c'est les chars qui sont vraiment rendus meilleurs. Il y a une partie que c'est les règlements qui sont vraiment mieux. Il y a les habitudes aussi de consommation d'alcool, par exemple, au volant ou des choses comme ça. Il y a toutes sortes de facteurs là-dedans. Si tu regardes juste les blessures légères, fait que là, tu pourrais te dire, écoute,
t'as une petite scratch. Tu as un accident, puis il y a quelqu'un qui a un problème. On passe de 1688 par 100 000 véhicules à 561. Fait que ça, c'est une diminution, mais c'est 3 fois moins. Le fait qu'on ait 10 fois moins au niveau des décès, ce que ça dit, c'est que on passe de 3 fois moins à 10 fois moins. Donc, ce n'est pas le nombre d'événements qui est en cause, c'est beaucoup plus la qualité de la sécurité des véhicules automobiles. Mm-hmm. C'est tous les systèmes de sécurité. Est-ce que le fait qu'il y ait plus de gens qui conduisent des VUS a peut-être un impact là-dessus également qui fait diminuer le nombre de décès au niveau des véhicules? Est-ce qu'on en parle, ça, des fois? Parce que moi, je pense que ça peut avoir un impact aussi. Ouais. Les gens qui ont un impact véhicule à véhicule et qui ont un VUS, ça se peut qu'ils ont plus de chances de survivre que ceux-là qui étaient dans une sédan ou une compacte. Ouais. Je ne dois pas me tromper en disant quelque chose comme ça. Non, je ne penserais pas. Mais tu sais, moi, il y a un bout, ça, je pense que c'est vraiment un exemple très clair de trucs qu'il y a souvent dans les médias que moi, je trouve insupportables. Ils disent des choses qui sont absolument vraies, mais de la manière dont c'est apporté, ça ne rend pas justice au vrai point qui devrait être fait. Puis je prends un exemple qui est très clair là-dedans. Tantôt, quand je lisais un des articles que Vincent, tu m'as envoyé, qui était publié dans la presse, il y avait des trucs du genre « Ah, mais en 2022-2023, il y a une hausse de tant de pourcentage des collisions par rapport au niveau de 2020. » Ah, j'haïs tellement ça, ces affaires-là. Ouais, mais il s'est passé quoi en 2020? Chris, oui. Hey, j'avais même pas spoté ce que tu avais dit. Moi, c'est juste le année sur année. Parce que je veux juste. C'est encore pire. Parce que je vous redonne je veux juste que les gens comprennent bien ce point-là. Là. Mais quand tu regardes les stats au niveau canadien, OK? Ça baisse là ça baisse entre 3 et 7 000 par année. Donc là, 153 000, 150 000, 145 000, 143 000, 127 000, puis là, on descend. 2020-2021, c'est une baisse de 30 000 par rapport à l'année 2019. C'est normal, Christy, il y a des confinements, puis les gens sont assignés à domicile, ne peuvent plus sortir de chez eux. Fait que tu as diminué drastiquement le nombre de transports, tout ça. On devrait ignorer ces années-là, carrément. Ben 2022, il se passe quoi? Tu remontes à peu près au niveau de 80 000, 90 000. Et qu'est-ce qu'ils disent? Hey, là, c'est épouvantable ce qui se passe sur les routes. Il y a une hausse là, par rapport au niveau des 2 dernières années de morts et de blessés, mais c'est des 10-15 % de hausse. Mais oui, mais c'est normal, il n'y a plus de confinement, il n'y a plus d'assignation à domicile. C'est pour ça qu'il faut que tu regardes des fois la tendance de long terme. Des fois, je veux dire, c'est comme si tu disais hey, l'économie le PIB est négatif cette année. Alors, ce que tu veux dire, c'est que le PIB a décru cette année, donc il y a eu une décroissance. Vincent, je t'interromps juste un peu parce que je m'en vais dans pas long, je fais une petite interruption de mon côté, mais je veux te montrer quelque chose au niveau démographique aussi, c'est quand même assez intéressant. C'est tout le temps les jeunes là, qui causent des accidents, les crises de jeunes. Ça, c'est intéressant, Chris. Là, on parle les conducteurs impliqués dans les accidents mortels. Les jeunes, 16 à 24 ans, tu sais, les écervelés. Là. En 1968, 834 personnes étaient impliquées dans des accidents mortels. C'était des jeunes de 16 à 24 ans. En 2015, c'est 74. On est passé de 834 jeunes à 74 jeunes. Plusieurs raisons. Des permis de conduire plus tard. Des lois sur l'alcool vraiment sévères pour les jeunes. Pas le droit de boire. Tu sais, il n'y avait pas de 0.08 pour les kids. Là. C'est tolérance zéro sur l'alcool. D'autres raisons, peu importe. Bien, évidemment, la démographie, il y a beaucoup moins de jeunes qu'il y avait dans le temps, là, à la base. On ne fait plus de bébés, fait qu'il y a une conséquence là-dessus. Mais regarde les personnes un peu plus âgées, 65 ans et plus, 88 à 106. Non, ça c'est 64. Ça c'est de 45 à 64 que tu regardes. L'autre après. L'autre colonne après. 88, là, c'est ça? 88 ici. Tu as dit 388. OK, excusez. 88 à 106. Donc, ça augmente. Pourquoi? Bien, évidemment, vous comprenez que il y a plus de vieux. Ben oui, il y a plus de vieux. Et les gens vivent plus longtemps aussi. Fait qu'on tolère un peu plus de personnes de 80 ans sur la route, de 82 ans. Puis, tu sais, parle à n'importe qui travaille à la SAC ou qui a déjà travaillé à la SAC, ils vont me dire une des choses qui leur fend le cœur en deux, c'est d'enlever le permis à quelqu'un. Ils ont échoué un test auditif, un test visuel ou peu importe. Des fois, on exige qu'ils repassent un test de conduite, puis ils ne le passent pas. Puis là, il faut lui enlever le permis. Tu sais, ça fait le cœur en deux de faire ça à quelqu'un. Mais on est peut-être un peu tolérant. Il y en a peut-être un peu plus sur les routes qui ont de la difficulté à conduire et qui sont encore avec leur permis dans les poches.
Mais présentement, là, en 2015, il y a plus d'accidents causés par les gens de 66 ans et plus que par les jeunes écervelés de 16 à 24 ans. Mm-hmm. J'ai les mêmes chiffres au Canada en passant. C'est capoté, là. C'est quand même assez impressionnant, mais il n'y a personne. Mais tu vois, ça, c'est la. Parce qu'au final, on n'est pas en train de dire que les VUS, c'est safe pour les piétons. Il n'y a personne qui dit ça ici. Puis, en fait, si tu prends les faits qui sont mentionnés par Équiterre, par d'autres personnes, dans 90% des cas, on va dire qu'ils sont absolument vrais. C'est juste qu'ils sont présentés d'une manière que ça ne justifie pas la conclusion que tu veux faire avec ça, que les VUS sont exceptionnellement dangereux et qu'il y a besoin de mesures réglementaires extrêmes pour dealer avec ça. Premièrement, le problème a été... On sait que Stephen Guilbeault, pour faire passer sa loi sur les pailles en plastique dans les restaurants, il a déclaré que c'était carrément une matière dangereuse. Ça a été reviré en cours, cette affaire-là, puis ils vont aller en cour suprême avec cette affaire-là. C'est capoté. C'est clair que l'aspect sécurité est instrumentalisé. Exactement. On est à combien de temps pour que le ministre de l'Environnement canadien demande de mettre sur la liste des matières dangereuses les VUS? C'est dans pas long, ça, là. Non, mais le climat de faire peur aux gens, ça aide pas parce que il y a deux choses qui se passent quand tu fais peur aux gens. Puis je sais que toi, tu es allé de t'en aller, fait que je peux continuer avec Frank sur ça, mais quand tu fais peur aux gens, il y a deux choses qui se passent. La première, c'est que tu les désensibilises. Mm-hmm. De un. Parce qu'il y a des choses qui devraient te faire peur, puis il y en a qui ne devraient pas te faire peur, puis que c'est juste un mini-problème que tu peux gérer avec des méthodes plutôt modestes, ou même qui va se résoudre par lui-même si tu appliques le Geloso Tree. Mais l'autre possibilité aussi, c'est que si la prédiction que tu fais ne se réalise pas, en fait, ils ne vont plus t'écouter lorsqu'il y a vraiment des raisons que c'est pertinent. Exact. Fait que, tu sais, faire peur aux gens, ça ne marche pas. Dire aux gens, écoute, le règlement probablement n'a pas été efficace pour commencer. Les bienfaits des CAF, ça n'a pas été super. Essayer de crack down sur les VUS encore plus, ça ne reste pas d'aider. En fait, si tu veux vraiment régler le problème, ben privatise les autoroutes ou réintroduis le payage sur les autoroutes pour pas que les gens se fassent subventionner l'auto. On va réussir à être déficitaire avec ça, nous autres, au Québec. Je donne-leur pas d'idée, mais l'idée, c'est qu'il y a des mesures de marché qui sont beaucoup plus simples, qui risquent de fonctionner bien mieux que ça. Puis arrête d'essayer de jouer avec le marché, arrête d'essayer de le manipuler et de le réglementer. Surtout que dans ce cas-ci, comme j'ai dit, une des choses qui a fait que le CAF a passé, malgré l'opposition au début, puis qui a coopté les gens, c'était que il venait avec des tarifs contre des voitures importées. Fait qu'au final, tu as comme. C'est pas clair si tu as aidé, là, même selon ton critère unique de la performance environnementale des véhicules, tu as probablement nui. Puis ça présume aussi que les décès causés ne valent pas les dommages environnementaux des émissions additionnelles. C'est faible. C'est faible, c'est la gestion de ces arguments-là. Puis ça revient tout le temps à ce qu'on dit. Il y a des solutions plus simples qui sont des solutions de marché. Puis au reste de réitérer, tu as le Geloso Tree, c'est est-ce que vraiment c'est un problème? Si c'est un problème, est-ce que le secteur privé a des incitations de le régler? S'il n'est pas capable de le régler, est-ce que c'est parce qu'il y a des barrières que l'État fait? Dans un tel cas, tu devrais les enlever. Est-ce que la solution que l'État propose est pire que le problème? Puis là, seulement quand tu as clairé toutes ces étapes-là, il y a une justification pour une intervention particulière. Mais là, présentement, à cette étape-là, avec les CAF et toutes les affaires que les gens proposent présentement à l'égard des VUS, ça échoue à toutes les étapes. Ça échoue à chacune des étapes. Après ça, ils disent on va continuer sur la liste. On n'a pas besoin de prouver ça. Non, arrête. Il y a des solutions beaucoup plus simples que celles qui sont discutées. On dirait aussi qu'ils présupposent, ces gens-là, que je pense que de toutes les choses qui m'énervent le plus en dehors du tripotage des chiffres ou du cherry picking, c'est le fait qu'on. Cherry picking, c'est mieux. Tu sais, c'est qu'ils présupposent que les gens, en fait, sont complètement irrationnels. De la manière dont c'est présenté, c'est, voyons, l'essence est plus chère, ils prennent des véhicules de plus en plus gros, donc ils sont irrationnels et débiles. Fait qu'il faut mettre des nouvelles mesures pour que les gens adoptent des comportements que nous, on juge rationnels. Oui, mais c'est parce que toi, tu juges ce comportement-là rationnel parce que tu as enlevé de l'équation qui détermine ce qu'est quelque chose de rationnel ou pas une série de variables qui ne faisaient pas ton affaire. Entre autres, ce qu'on a jasé, la sécurité, ça peut être toutes sortes de motifs. Là. On ne connaît pas au courant de la vie de tout le monde et de leurs besoins. Puis, le choix de véhicule se fait par la réputation, peut se faire par la réputation d'une marque, peut se faire par
peut se faire par les avantages qu'il y avait à acheter ce véhicule-là de toutes sortes de points de vue, les taux d'intérêt, whatever. T'sais. Fait que, je veux dire, je ne comprends pas pourquoi ils s'acharnent avec cette position-là. C'est comme si on présente tout le temps les choix que font les citoyens comme étant quelque chose qu'il faut comme corriger les choix que les gens font. Parce que, dans le fond, les gens, ils ne sont pas capables par eux-mêmes de bien s'alimenter. Donc, il faudrait mettre des espèces de mesures de taxation pour les inciter à faire des meilleurs choix alimentaires, aller vers, je ne sais pas moi, la nourriture végétale et autres. Il faudrait faire la même chose pour les véhicules. Il faudrait aussi faire la même chose pour l'habitation parce que ils veulent tous faire le choix de vivre en banlieue dans une maison, mais le bon choix à faire, le choix rationnel, ce serait de vivre dans un appartement au centre-ville, mais je ne sais pas d'où en fait, c'est basé sur du vent. Ça, c'est uniquement qu'un jugement de valeur, un jugement moral qui est posé sur le choix que les gens font. Parce que c'est sûr, si tu prends une variable que tu dis, mais c'est ça qui est plus important que tout le reste, donc c'est pas rationnel à l'aube de ce critère-là. Oui, mais il n'y a pas un critère, il y a peut-être 10, 15 critères. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a deux choses. Là, on parle d'intention des gens qui proposent ces trucs-là. Tu as des gens qui ont vraiment des mauvaises intentions. Okay? Je pense qu'il y en a que c'est des moralisateurs, puis ils ont un trip sur ça. Mais c'est pas je pense pas que c'est la critique que je trouve la plus probante de ces réglementations-là. En fait, je trouve que ce qui est plus probant, c'est souvent que quand tu as un moralisateur, tu as toujours, parce qu'on en apprend la première fois qu'on en parle, le bootleggers and Baptists, tu as toujours une sorte de moralisateur, un champion d'une cause morale, puis il y a quelqu'un derrière qui n'est pas du tout en lien avec cette personne-là, puis qui est une des personnes que l'autre, lui, haïrait, mais qui va s'aider avec parce que ça avantage ses intérêts particuliers à lui. Ici, je suis sûr que tu regardes, par exemple, il y a certains types d'industries qui veulent des attaques sur les VUS puis qui vont essayer d'aider ça, même si au final, ça nuit aux consommateurs. Fait que il y a ça. Puis là, ça, je pense, c'est plus pertinent c'est plus probant comme critique. L'autre que je dirais, c'est à quel point le problème qu'on a aujourd'hui est le résultat d'une autre législation précédente. Puis ça, là, c'est quelque chose que les gens oublient tout le temps, mais il y a un livre que j'aime beaucoup de Von Mises, c'était voyons, là j'oublie tout le temps parce que je l'appelle Dynamics of Intervention, puis j'ai oublié le titre exact que ça a, mais le nom qu'on donne à la théorie, c'est l'idée qu'une fois qu'on va présumer d'un législateur bien intentionné, OK? On va enlever la malice et toutes ces choses-là, on va présumer un bon législateur, une personne, là, un noble d'esprit, un Jean-François Lisée. Okay? Parce qu'il n'y a personne de plus noble que Jean-François Lisée, apparemment. Et puis, malgré mon appel de la Miata qui a été mis en disposition tantôt avec une image de Frank, je ne suis pas un péquiste. Okay? Et donc, le commentaire sur Jean-François Lisée, pour ceux qui n'ont pas compris, était sarcastique. Donc, sa sainteté, étant une personne noble et bien intentionnée, lorsqu'elle intervient, même si elle est bien intentionnée, il peut avoir des effets inattendus des politiques publiques. Donc, je mets un prix plafond sur quelque chose. Mais le prix plafond fait en sorte qu'il y a un sous-emploi de cette ressource-là et certaines industries ensuite se plaignent qu'ils sont pas capables de trouver des travailleurs. Puis là, après ça, le résultat, c'est que certaines industries tombent. Puis là, c'est des industries peut-être concentrées dans une région unique. Puis là, après ça, on se plaint du chômage en région. Le chômage en région, il y a une autre politique publique qui est adoptée qui génère son propre lot de problèmes, qui génère son propre lot de réglementation additionnelle, qui génère son propre lot de réglementation additionnelle. Et ce que tu as, c'est une sorte de pente glissante vers toujours plus de rondes réglementaires, alors que tu pourrais arrêter en déréglementant initialement au lieu de réglementer, parce que si la réglementation n'a pas des effets bénéfiques clairs et nets pour la société, ben, tu fais juste continuellement empirer en ajoutant des rondes de réglementation. Puis ça, c'est parce que le législateur, même le mieux intentionné, ne peut pas incorporer toute l'information qu'il y a sur le marché, ne peut pas planifier le marché, ne peut pas incorporer des choses qui sont changeantes facilement, mais aussi, il n'y a pas d'incitation à la qualité. Tu ne fais pas de profit à avoir la bonne information parce que tu es un politicien, c'est quoi ton profit? Tu n'en as pas. Fait que c'est quoi ton incitation à bien découvrir, à corriger les erreurs? Tu n'en as pas. Fait qu'un bureaucrate, même bien intentionné, n'a pas la même matrice d'incitation que d'autres personnes et le résultat est
que tu peux avoir une ronde dégénérative, un cercle vicieux de politiques publiques qui font juste s'ajuster. Puis je pense qu'ici, l'exemple des VUS que les gens comme l'équitaire veulent critiquer, le problème qu'ils critiquent est en partie le résultat d'une réglementation précédente, alors que des trucs bien plus simples de marché auraient mieux fonctionné, d'enlever les tarifs à l'importation des voitures étrangères, de faire en sorte de convaincre d'autres pays d'acheter nos voitures qui sont plus éco-efficaces que leurs voitures à eux. Comme ça, tu réduis les émissions dans d'autres pays au lieu de chez nous. Parce que ça, c'est aussi un truc que les politiciens font souvent sur les émissions de gaz à effet de serre. Tu avais eu ça, par exemple, dans le temps d'Obama avec Cash for Clunkers. Il donnait de l'argent puis il disait si vous vous départissez de votre vieille voiture pour une voiture plus éco-efficace aux États-Unis, ça va réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Ce qui n'était pas comptabilisé, c'est que oui, ça a eu un effet sur les émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis, parce que tu as enlevé des vieilles voitures, mais les vieilles voitures ont été revendues aux Mexicains. Puis l'effet, c'était que ils n'ont pas été retirés de la route et ils ont augmenté. En fait, l'effet que ça a eu, c'est que ça a réduit le prix des voitures au Mexique et tu as eu plus de voitures qui ont été achetées au Mexique, donc plus de kilométrage parcouru. Donc, l'effet net de la politique globale, là, pas juste à l'intérieur des États-Unis, l'effet net global est à peu près zéro. Mais tu as eu ce même genre de truc-là au Québec. Là, on appelait ça dans le... Je sais pas c'est quoi le nom de l'opération, mais on appelait ça dans le jargon l'opération Minoune. Ça, c'était quand des gens se faisaient inspecter leur véhicule en disant, là, vous ne respectez plus les standards d'environnement, puis là, à moins que ce soit une voiture de collection, genre, je sais pas, des années 50 ou 60, ce char-là, il n'est plus placable parce qu'il ne respecte pas les standards environnementaux contemporains. Puis là, tu te dis, OK, parfait, mais c'est pas vous qui m'avez dit, genre, dans une autre conversation, il n'y a pas longtemps qu'il fallait lutter contre l'obsolescence programmée, puis ce qui était encore bon devait être utilisé. C'est là que tu vois que d'une main, ils font une chose. Puis ils ne savent pas, puis ils ne tiennent pas compte. C'est complètement délirant. Là, on va faire des programmes on va faire des lois pour obliger les constructeurs à faire des produits qui durent plus longtemps. Mais quand le produit dure trop longtemps puis il ne répond plus à nos critères, on va forcer les gens à s'en départir. Tu vois que ça n'a pas de bon sens. Là. Mais tu vois, c'est pour ça que quand on fait le Geloso Tree, l'idée de faire toutes ces étapes de raisonnement-là, c'est de dire, c'est quand est-ce que l'État est vraiment aide clairement et indubitablement, puis que tu n'as pas de chance qu'il y ait un gros backlash ou un effet inattendu. C'est ça, c'est pour ça qu'on met l'accent sur ça. C'est l'idée derrière l'arbre, c'est au moins d'avoir des discussions pas trop stupides sur quand est-ce que tu as besoin d'action de l'État. L'idée, c'est je peux voir des... Puis écoute, je pense qu'on est d'accord pour dire que l'automobile a une externalité qui est de la pollution et c'est un coût qui est porté par d'autres personnes. OK, il y a un problème. Dans quelle mesure le privé peut le régler? Probablement que si tu arrêtais de subventionner les autoroutes, ça aiderait. Si tu n'arrêtais pas d'essayer de faire... Parce qu'on oublie ça, par exemple, en 2008, le gouvernement canadien a fait des bail-outs aux fabricants automobiles. Si tu enlevais ces affaires-là, peut-être que le problème ne serait pas aussi gros. Mais mettons que ça ne règle pas tout le problème, peut-être qu'il y a une justification. Peut-être que c'est là le cas pour une taxe sur le carbone ou ce qu'on a des marchés du carbone, donc des cap and trade, puis que tu dois réduire les impôts ailleurs. Ah, mais non, on ne va pas faire la solution qui est la plus clairement justifiable avec le moins de trous possible. Non, on va faire celle qui est la plus stupide possible qui va générer des problèmes additionnels. C'est ça que je vois dans ces conversations-là. Ouais. C'est l'idée qu'on va juste ajouter des couches de problèmes. On va rajouter une solution qui va générer des problèmes. On va rajouter une autre affaire qui va générer d'autres problèmes. Alors que ce qu'on dit, il y a probablement des manières d'arrêter le cercle vicieux. Ouais. Mais tu sais, le corollaire un peu de ce que je disais tantôt, peut-être c'était mal un peu exprimé, là. Mais tu sais, c'est que d'un, je pense que les gens sont les mieux placés pour faire les choix qui sont les leurs et non pas un politburo environnemental ou je ne sais pas trop quoi. Ouais, ça, c'est bien dit. Mais je pense aussi que l'industrie qui a comme segment de marché de répondre à ces besoins-là qui donnent après ça les choix des gens est probablement aussi la meilleure pour répondre aux besoins de ces gens-là. C'est-à-dire que, évidemment, que les gens ont dans leurs critères aussi la sécurité. Bon, la sécurité, clairement, personne achète un véhicule en se disant « Hey, ça, c'est pas sécuritaire, je ne vois pas en avant, j'ai peur de frapper des gens, tout ça. » Donc, tu sais, tout ce qui est dispositif pour améliorer la sécurité, les caméras de côté, les sensors en avant, tous ces trucs-là, ça a été développé par l'industrie automobile bien avant
que des gens qui font une fixation sur la sécurité des piétons ou des cyclistes pour des raisons qui, à mon avis, ne sont pas du tout des raisons de sécurité, mais qui sont un prétexte pour autre chose. Là. Comme tu disais au début, il y avait une solution à un problème, même si le problème n'existait pas. Là. Parce que, tu sais, je veux dire, qui a amélioré le plus la sécurité piétonnière au fil du temps? C'est toute la recherche et développement dans le milieu de l'automobile sur justement mettre des capteurs un peu partout, des caméras sur le côté, des caméras en arrière. Maintenant, même tu essaies de faire un changement de voie, puis les capteurs sont capables de déterminer si c'est une ligne qui te dit que tu peux dépasser ou pas au sol, puis ton volant te donne des petits coups comme ça. Là, des technologies qui n'existaient absolument pas il y a même 10-15 ans de ça. Donc, forcément, ce que je veux dire, c'est que les constructeurs, c'est pas vrai que c'est juste des gens là, assoiffés de profit qui veulent absolument juste faire le char le plus gros et le plus polluant possible. Ce sont des gens qui essayent de répondre à des critères qui correspondent à des besoins que des préférences que leurs clients ont. Et parmi ces préférences-là, il y a aussi la sécurité. Yep. Ben, si tu essaies de manipuler les gens, tu essaies de manipuler leurs préférences, le résultat, c'est que probablement ils vont trouver une autre manière de les exercer. Puis ça pourrait être une manière plus coûteuse avec plus d'externalités que tu ne t'attends pas. Donc, une des externalités des CAF, c'est OK, peut-être tu as réduit les émissions de gaz à effet de serre, mais tu as augmenté le nombre d'accidents de piétons relativement à ce que ça aurait été. Ça, c'est l'externalité de ton règlement. Mais tu sais, quand tu parles des. Il y a une joke qu'on faisait entre économistes. Tu sais quoi la meilleure manière de sauver de réduire les accidents de la route à zéro? Mais fais en sorte que chaque auto vient avec un poignard qui fait partie du volant. Parce que je te garantis que si tu as un poignard dans ton volant, tout le monde va conduire à la vitesse la plus lente possible pour éviter des accidents. C'est probablement pas ce qui est optimal, mais tu vas les descendre à zéro. C'était une joke qui est faite, mais c'est parce que ça vient d'une joke sur un papier qui a suivi l'adoption de l'obligation de porter la ceinture de sécurité. Parce que ce qui s'est passé d'un côté, c'est que chaque accident est devenu moins mortel avec l'obligation de porter la ceinture de sécurité. Mais les gens, se sentant plus en sécurité, ont changé leur comportement. Ils ont conduit davantage. Ils ont conduit plus vite parce qu'ils se disaient, ben maintenant, j'ai moins de chances d'avoir un accident mortel avec une autre partie dans laquelle je suis responsable ou que mes primes vont augmenter, etc., etc. Ben, tu avais un effet qui offsetait, qui mitigeait le gain de sécurité de la ceinture de sécurité. Et le premier papier qui est sorti là-dessus par un gars qui s'appelle Peltzman, maintenant on appelle ça des Peltzman Effect à cause de lui, c'était que lui, il disait que un avait complètement éliminé l'autre. Donc, les deux effets étaient de force égale et donc l'obligation avait eu zéro effet. Puis dans l'article, il y a quelque chose que les gens ne soulignent pas vraiment, c'est que lui, il parlait de qu'est-ce qui avait causé les améliorations précédentes. Puis il disait, plus grosse partie des améliorations, parce que le graphe que j'ai montré tantôt qui commençait en 1925 puis qui allait jusqu'à 1995, quand lui a écrit son article dans les années 70-80, tu avais eu la grosse partie des améliorations, puis lui, il disait, c'était largement des choses que les manufacturiers eux-mêmes ont ajoutées aux véhicules. Ce qui prouve ton point, mais aussi qui montre l'autre partie du point, c'est que l'État n'est pas particulièrement bon à accomplir ses objectifs sans contrepartie importante. Ben non, parce que l'État, eux, ils n'ont pas accès aux datasets que... tu sais, mettons, quand tu achètes un véhicule, là, ben là, après ça, tu donnes des feedbacks, puis là, ben, les concessionnaires, après ça, ça remonte jusqu'aux constructeurs. Puis eux collectent de l'information que, je veux dire, même le gouvernement, avec les gens les plus brillants au monde, n'ont pas accès à ces informations-là. Ou en tout cas, ils ne peuvent pas la collecter aussi facilement, admettons qu'ils pourraient. Mais c'est même pas qu'ils ne peuvent pas la collecter, c'est qu'ils n'ont aucune incitation de collecter. Moi, je suis manufacturier, je le sais c'est quoi l'information qu'il faut que je découvre parce que mon profit est lié avec ça, mon revenu est lié avec ça. C'est quoi le profit d'un bureaucrate? Qu'est-ce que le bureaucrate gagne de ça? Son salaire est fixé, il n'y aura pas de différence. Il n'y en a pas, je veux dire, il n'y a pas de lien de profit avec l'information. Puis non, c'est ça, mais il ne sait même pas comment pondérer les différentes informations. Les manufacturiers, souvent, puis ça, c'était une joke, c'était un commentaire de Milton Friedman, il y avait un gars qui avait dit Ford était au courant qu'il y avait que s'ils ajoutaient un truc de 10 $ de plus par auto, ça aurait sauvé une trentaine de vies aux États-Unis. Lui, il disait, ouais, mais le manufacturier, lui, ce qui se posait comme question, c'est si j'ajoute cette affaire-là,
combien de moins de voitures il y a sur la route? Est-ce que ça vaut la peine de payer pour ça? Il dit, le consommateur, peut-être qu'il ne veut pas payer le plus de 10 pour une chance. Il dit, puis il répondait en disant ça, puis il dit, lui, il y a un paquet de trucs à considérer, puis il faut qu'il considère lequel est le plus efficace dans un tel cas comme ça. Puis si le consommateur change, tu peux changer ta réponse. Absolument. Mais le politicien, lui, il a toutes ces informations-là sur la table. Tu pourrais dire, tu peux construire un automobile avec du platinum ou avec de l'or ou avec de l'acier ou avec de l'aluminium. Comment est-ce qu'il fait pour savoir c'est quoi la bonne chose à faire? Tout ce que le politicien puis le bureaucrate peut avoir, c'est de l'information technique. Ce n'est pas de l'information économique. L'information économique, c'est différent de l'information technique. L'information technique, c'est juste qu'est-ce qui est possible dans l'univers des technologies. Ça ne dit pas quelle technologie est la meilleure, quelle est la plus efficace, quelle qui utilise le mieux les ressources, étant donné toutes les autres choses qu'on veut faire et doit faire. Mais le politicien et le bureaucrate, ils ne retirent aucun profit de trouver la meilleure allocation de ces affaires-là. Puis c'est pour ça que, Chris, tu as des problèmes comme ceux qui génèrent qu'aujourd'hui, les gens qui se plaignent contre les VUS ne réalisent pas qu'une grosse partie du problème duquel ils se plaignent, c'est ce que d'autres personnes comme eux, mais avant eux, avaient défendu dans les années 70. Ben oui. Mais tu sais, un dernier exemple, puis après ça, on pourra passer à la partie Patreon d'un truc que je trouve assez fascinant. Puis je ne suis pas sûr que tout le monde a fait le lien entre ces deux choses-là. Là. C'est que, tu sais, dans les dernières années, là, puis ça commence. La première fois que j'ai entendu parler de ça faisait quand même assez longtemps, mais on nous parlait quand même de. C'est des événements qui sont rares, mais quand même tragiques. Tu sais, de gens qui oublient, par exemple, un enfant sur le siège arrière. Puis là, ils s'en vont quelque part. Finalement, ben, l'enfant, là, il a suffoqué dans la voiture ou quelque chose comme ça. Ben, dans les nouvelles voitures, maintenant, quand tu sors de la voiture, il y a un sensor sur le siège, sur les sièges arrière qui t'avertit de te dire « Hey, vérifie le siège arrière. Il y a quelque chose dessus. » Et ça, ben, ça peut être ton épicerie que tu es en train d'oublier dans la voiture, mais ça peut être évidemment ton enfant, ton chien, je ne sais pas quoi. Puis ce truc-là, ça a clairement été développé, entre autres pour ces événements-là. Si tu poses la question à l'individu moyen là, qui déteste les automobiles, ça, c'est, les constructeurs automobiles, ça, c'est comme les épiceries, c'est des gens avides de profit, puis ils pensent pas au bien des autres. Il faut les forcer, c'est des méchants. Mais si tu lui poses la question, hey, pensez-vous que, vu qu'il y a eu tant de cas, les constructeurs vont développer une technologie qui va permettre aux gens de leur rappeler, leur signaler qu'il y a quelque chose dans l'arrière du véhicule pour, justement, c'est sûr que tout le monde aurait répondu non. Ah non, ils pensent juste au profit, ça va augmenter leur coût, ils le feront jamais. Mais pourtant, c'est des choses qu'ils font. Pourquoi? Parce que les véhicules familiales, entre autres, les gens recherchent la sécurité, puis c'est très vendeur de dire à un parent, ben, en passant, il y a ça, voici telle option. La voiture détecte automatiquement qu'il y a un siège de bébé dessus. Ça va signaler à l'avant quand vous allez fermer le contact. Mais tu sais, ça, c'est des trucs que si tu avais demandé à des gens, est-ce que tu penses que ça va être développé avant ou qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire pour régler ce problème-là? Il n'aurait peut-être jamais su quoi dire. Mais l'industrie, elle, collecte des informations qui sont pertinentes. Puis, comme tu dis, il y a des signaux de marché qui font que, ben, maintenant, ces trucs-là, ils émergent. Puis, ils émergent pour une raison. Là. La raison est simple, là, c'est que les gens ont des préférences, puis ils les expriment. Puis, tu sais, t'as bien beau faire des... Puis aussi, t'oublies pas que des fois, il y a une affaire, que c'est des entrepreneurs qui essayent des trucs. T'as plein d'entrepreneurs qui se sont essayés, qui ont dit, écoute, vous voulez ça. Puis les gens ont comme fait, attends, c'est une option, ça? Je savais pas. C'est pas que j'avais quelque chose que... Je pensais juste que c'était pas dans les options. Mais on oublie, par exemple, tu as eu, là, c'est plus autant présent, mais dans les années 90, une des affaires qu'il y avait qui était nouveau dans les autos, c'est les ceintures de sécurité qui s'attachaient tout seuls. Fait que, tu rentrais dans l'auto, tu avais un mécanisme qui faisait glisser ta ceinture, puis quand tu refermais la porte, tu faisais reglisser pour que ça te fasse en sorte que comme si tu étais attaché. Mais c'est plus tant présent aujourd'hui, mais ils ont essayé à un moment donné, tu as des gens qui ont essayé, ça n'a pas pogné. Peut-être que c'est pas cette mention-là de la sécurité que les gens veulent, peut-être qu'ils veulent quelque chose d'autre, etc., etc. Donc, il y a eu des tentatives par des effets entrepreneuriaux de faire du tinkering. Puis la raison, pourquoi tu penses que... Parce que moi, je me souviens, la minivan que j'avais vue qui avait ça, c'était la Discovery d'un de mes amis. Et je te garantis que celui qui faisait la minivan, il ne le faisait pas parce qu'il disait « Je veux qu'il soit en sécurité. » Ah non, c'est parce que je veux qu'il achète la crise de minivan. Ah oui. Puis,
tu as essayé, peut-être que ça n'a pas marché, peut-être que c'était pas la bonne chose, peut-être que c'était pas le bon mix. Mais le bureaucrate, lui, c'est quoi son profit à découvrir à tester des nouvelles affaires, à tester des nouvelles idées? Je te garantis que tu n'aurais pas d'automobile intelligente avec self-driverless cars qui aurait émergé si ce n'était pas d'entrepreneurs privés qui ont essayé de figurer le meilleur algorithme pour collecter l'information. Je te garantis qu'il n'y a aucun bureaucrate qui gagne de ça. C'est clair que non. Écoutez, on va passer à la partie Patreon dans les instants qui suivent. Yann est supposé de revenir à un moment donné de son appel. Je pense qu'il était dans le fond, c'est Marketplace. Il y a un gars qui vendait une Miata. On ne sait pas si c'est Joe Hamel ou pas. Ça, c'est le bout de l'histoire qu'on ne sait pas. Donc, il y en aura peut-être à nous dire au retour. Fait que si vous voulez savoir si c'est. C'est pas moi qui. Moi, j'ai pas de Miata. Non, c'est ça. Moi, j'ai une minivan Pegasus. Ouais, c'est ça. Toi, tu as un VUS avec le logo du PQ dessus. Donc, c'est sûr qu'on. Pourquoi tu n'as pas mis un Hummer? Ah, c'est vrai. J'aurais pu prendre un Hummer, mais c'était juste un choix de photo qui était plus facile comme ça. Fait qu'on passe à la partie Patreon. Je me souviens plus exactement de quoi on est censé parler, mais ce sera sûrement pas généreux. Fait que joignez-vous à nous.